Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, l'escalade des tensions socio-politiques et tribales au Cameroun inquiète International Crisis Group. L'ONG appelle au calme ainsi qu'au dialogue sur la crise anglophone, de même que la réforme du système électoral pour apaiser les tensions dans le pays. C'est l'essentiel d'un rapport rendu public hier. Et face aux dégâts provoqués par la crise sanitaire du coronavirus et autres troubles enregistrés dans le pays, plusieurs Camerounais ne savent plus à quoi ressemblera leur année 2021. Orange Cameroun, conscient de ces difficultés, propose aux Camerounais de clôturer l'année sur une note positive. Nous allons donc recevoir sur ce plateau du 20h Tatiana Quin, manager marketing à Orange Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au regard de l'enlisement des tensions socio-politiques et tribales au Cameroun, International Crisis Group appelle à un apaisement des tensions ethno-politiques au Cameroun. L'ONG propose notamment la réforme du système électoral, un dialogue sur la crise anglophone, de même que la libération des prisonniers politiques pour faire taire les tensions. C'est l'essentiel d'un rapport rendu public hier. La synthèse de ce document dans ce reportage de Xavier Foka et Eric Watat. Ce rapport datant du 3 décembre 2020 et contenu dans un document d'une cinquantaine de pages, International Crisis Group revient d'abord sur les origines des tensions politiques et ethniques au Cameroun. Selon cette ONG, 2 ans après le conflit au sujet de l'élection présidentielle de 2018, que beaucoup d'observateurs, y compris l'Église catholique, ont estimé d'être entachés d'irrégularités, continue de peser sur la vie politique du Cameroun, alors que le pays faisait déjà face à une insurrection des groupes armés dans les régions dites anglophones. International Crisis Group précise que depuis qu'il a été déclaré deuxième derrière le président Paul Biya, Maurice Kamto n'a cessé de contester le résultat jusqu'à son arrestation en février 2019 pour insurrection, sédition et incitation à la violence. Même après sa sortie de prison en octobre de la même année, il a régulièrement fustigé le gouvernement d'une part pour son refus de réformer le système électoral, la gestion de la pandémie du Covid-19 et d'autre part, la mauvaise gestion de la crise dite anglophone, en appelant le gouvernement de Yaoundé à libérer les leaders séparatistes emprisonnés. International Crisis Group relève le fait que parmi les partisans du président Paul Biya et ceux de Maurice Kamto, nombreux sont ceux qui décrivent ce conflit politique comme une course au pouvoir entre leurs groupes ethniques respectifs. D'un côté les Boulous et les Bétis, et de l'autre les Bamileke. Cette ONG précise qu'avec la montée de la pression politique, les responsables politiques camerounais et l'opinion publique ont de plus en plus recours aux réseaux sociaux pour faire passer leurs messages et exprimer leur opinion. Malheureusement, les activistes de tous bords les utilisent pour propager la désinformation, aggraver les clivages ethniques et inciter à la violence. Des contenus incendiaires en ligne opposent Boulou et Béti d'un côté et Bamileke de l'autre, ce qui attise davantage les tensions sur le terrain. La preuve, des vidéos postées sur Internet montrant des manifestations anti-Biya dans plusieurs pays d'Europe ont incité les députés du Sud à accuser de tribalisme les ressortissants de la région de l'Ouest du Cameroun. Selon ce rapport, de hauts responsables camerounais ont exprimé leurs préoccupations face aux publications au vitriol postées sur les réseaux sociaux, mais n'ont pas fait grand-chose pour y mettre un terme. Face aux dangers qui pèsent sur le Cameroun, International Crisis Group formule un ensemble de propositions pouvant contribuer à apaiser les tensions. En premier lieu, le gouvernement devrait amorcer un dialogue avec l'opposition hors du Parlement afin d'établir un consensus autour de la réforme électorale. Le gouvernement encore devrait interdire toute discrimination ethnique dans les recrutements du secteur public, en introduisant des amendements afin d'étendre la portée de la loi condamnant l'outrage à la tribu. Il devrait également réformer la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. International Crisis Group précise que Facebook devrait se donner les moyens, en recrutant des modérateurs qui comprennent la culture politique du Cameroun, de passer au crible des messages postés en ligne et d'identifier les propos incendiaires afin de censurer plus activement de tels contenus. L'entreprise devrait sensibiliser davantage l'ensemble de l'échiquier politique et travailler avec les différents acteurs pour mieux identifier les contenus dangereux. L'ONG précise encore que Facebook, de concert avec les institutions gouvernementales, l'opposition camerounaise et la société civile, devrait redoubler d'efforts pour garantir qu'elle a vérifié leurs pages. En promouvant des pages vérifiées, l'entreprise aidera ainsi les utilisateurs à faire la différence entre les sources d'informations authentiques
et celle de désinformation. International Crisis Group pense qu'en agissant dès maintenant pour renouer le dialogue avec ses opposants et en coopérant avec Facebook pour endiguer des propos haineux, le gouvernement pourrait contribuer à éviter le risque d'une réelle explosion. Et après un long silence depuis le déclenchement de la crise anglophone, des femmes parlementaires sont à la recherche des solutions aux crises qui secouent le Cameroun. Elles veulent notamment s'approprier de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui déconseille l'utilisation de la force dans la prévention des conflits. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. On ne les avait pas entendues jusque-là. Les femmes parlementaires brisent le silence et s'engagent dans la recherche des solutions aux conflits qui sévissent au Cameroun. Les femmes parlementaires ont un double rôle, même un triple rôle. Nous sommes d'abord des femmes et dans le cadre des conflits qui existent dans notre pays, vous savez que les femmes et les jeunes filles sont les premières victimes de ces conflits. Donc nous sommes des femmes, nous sommes des mères. Et la mère est au centre de tous ces drames. Dans leur quête des solutions aux crises qui secouent le Cameroun, les femmes parlementaires disposent d'un instrument. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies encourage la contribution des femmes et déconseille l'utilisation de la force dans la prévention des conflits. Nous allons commencer par nous initier à la résolution 1325 qui est la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui fait en sorte que la femme soit impliquée dans la résolution des conflits, non pas par les moyens armés, non pas par la force, mais par une approche non violente. Mais pour bien comprendre et s'approprier les objectifs de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les femmes parlementaires s'attachent les services de Women International League for Peace and Freedom. La section Cameroun de WILF organise un atelier à leur intention à Yaoundé. Il était important pour elles, en tant qu'élues du peuple, de comprendre véritablement quel rôle qu'elles peuvent jouer, d'abord en tant que femmes, mais aussi en tant qu'élues du peuple, dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix au Cameroun. L'atelier de Yaoundé vise à identifier des éléments qui permettront aux femmes élues du peuple de comprendre leur rôle dans la prévention des conflits et d'élaborer une feuille de route avec des actions concertées en faveur de la paix pour l'année 2021. Fait-on savoir. Et dans les couloirs de la justice à présent, les avocats maintiennent la pression malgré la libération de leurs confrères incarcérés. Le barreau du Cameroun exige toujours l'identification des auteurs des violences contre les avocats ainsi que des sanctions à leur endroit. De plus, le Conseil de l'ordre maintient également le boycott des audiences criminelles et même électorales. D'autres précisions dans ce reportage de Guizot. Ils ne lâchent rien. Décidément, les avocats restent d'attaque après leur décision de raccrocher leur robe jusqu'au 4 décembre et de boycotter les audiences criminelles et électorales du 7 au 11 décembre. C'est bien la quintessence du communiqué final qui vient de sanctionner la réunion du Conseil de l'ordre des avocats ce 2 décembre. Cette décision se justifie selon le Conseil de l'ordre par le fait que bien que les 4 avocats brièvement incarcérés à Douala récemment ont été relaxés, aucune sanction n'a été prise contre les auteurs des violences à leur endroit parmi les forces de l'ordre. À l'évidence donc, pour le barreau, il n'est pas question de lever le mot d'ordre de grève qui va courir jusqu'au 11 décembre. La même fermeté est également observée au sujet des avocats qui ont pris le contre-pied du barreau dans une correspondance publique. Il est annoncé le déclenchement des procédures disciplinaires à leur encontre. Dans une posture d'ouverture, le barreau souligne par ailleurs qu'il demandera la réactivation du groupe de travail Mine-Justice Barreau du Cameroun qui est manifestement en berne. Le barreau se préoccupe aussi de l'organisation des obsèques du bâtonnier Charles Tchakouté Patié qui ont été reportées sine die. Il est question d'y associer toutes les compétences pour leur réussite.
Évoquons à présent ce bras de fer entre le maire de Fumban, Patricia Tomano Ndamjoya, et le sultan roi des Bamoun. Au centre de la discorde, les travaux de réfection de la porte d'entrée ravagée par les flammes il y a quelques jours. Le maire UDC estime que le monument relève du patrimoine de la municipalité et demande donc au sultanat d'obtenir la procédure d'autorisation dont sur le site de violents affrontements ont éclaté entre les deux parties. Mama Soufone et Eric Fopoussi. Quelques jours seulement après la survenance de l'incendie ayant ravagé le monument des 3 tours de la porte d'entrée de Fumban, département du Noun, à l'ouest Cameroun, la ville reste un brasier sous haute tension. Patricia Tomano Ndamjoya s'oppose aux travaux de reconstruction engagés par le sultan, roi des Bamoun. J'en ai assez que mon autorité soit bafouée. Je suis maire de la ville où je ne suis pas le maire. Vous êtes le procureur pour me protéger ou vous ne l'êtes pas. Ces éléments de force de l'ordre, où ils protègent la monarchie, comme j'ai vu aujourd'hui, où ils protègent la République. Une vidéo devenue virale montre un vif échange entre Madame le maire de Fumban et le procureur de la République. Je suis là pour qu'on arrête les travaux. Monsieur le procureur, on n'arrête pas ces travaux, je ne pars pas d'ici. Je vais dormir ici, parce que je suis quand même le maire de la ville. Demandez à ces personnes qui leur a demandé de construire ça, s'ils ont une autorisation de la mairie, même si c'est pour eux, mais ce bâtiment est un bâtiment public. Donc, pour la République que vous représentez, demandez qu'on arrête ces travaux. Et après, on va voir à qui appartient l'autorité de demander qu'on commence les travaux ou qui doit faire les travaux. C'est tout. Je ne demande rien d'autre, je ne veux pas de problème. Pendant de longues heures, Patricia Tomano Ndamjoya immobilise son véhicule sur le site des travaux pour bloquer l'évolution du chantier. L'atmosphère s'électrise davantage. J'ai répondu à la lettre de Bobo Njoya et j'avais écrit un communiqué. Tout ce que je veux, c'est que vous usez de votre autorité pour arrêter ces travaux. Et si vous n'arrivez pas à arrêter ces travaux, je vais conclure que nous sommes en monarchie. Côté traditionnel, l'on insiste sur la dimension historique du monument. Les Fulbe, avec des raids réguliers et récurrents, tout le temps, ils venaient dans l'espoir d'islamiser les Bamoun. Un certain Fife, celui qui est allé voir le 11e roi de la dynastie, à l'époque c'était Mbombo, le 11e roi de la dynastie. Il lui a dit le seul moyen de contrer ces attaques-là, ces assauts-là, il faudrait faire un fossé d'une profondeur de plus de 3 mètres. Le fossé de 3 mètres sera donc construit autour de la ville, laissant une seule porte d'entrée et de sortie. C'est un lieu sacré que les Bamoun tiennent beaucoup à cœur. Les Bamoun sont trop attachés à cette entrée-là. Pour l'heure, difficile de concilier les deux camps, Madame le maire a rassemblé ses partisans dans la soirée de mercredi 2 décembre 2020 pour dénoncer les violences subies. De faire agresser Madame le maire devant vous, dans sa ville, et avant de casser 2 vitres de ma voiture, ils ont versé l'essence dans ma voiture. Devant l'autorité qui se dit autorité leader. Vous êtes un leader? Non, c'est pas ça. Ibrahim Bombonjoya, roi des Bamoun, pour sa part, continue son sitting chaque jour depuis le début des travaux de reconstruction du monument des 3 tours de Fumban. Connu pour ses prises de position au sein du RDPC jusqu'à son exclusion du parti, Saint-Éloi Bidoum est-il victime de sa grande gueule? La façade avant d'une installation tenue en bordure de route par Saint-Éloi Bidoum a été donc détruite à Yaoundé. Selon des témoins, les engins de la mairie de la ville sont arrivés en pleine nuit avant de procéder à la destruction. L'ancien maire de la commune de Yaoundé 6e parle d'un règlement de compte par des personnalités tapies dans l'ombre. Nous l'écoutons. Je suis parti d'ici hier à 22h. Je suis arrivé chez moi à 22h30. Et à 22h32, on m'a appelé que les engins de la communauté urbaine étaient là pour casser la structure. Je suis donc revenu. Mais quand je suis arrivé, ils avaient déjà cassé. C'est ce matin que j'apprends que celui qui avait la responsabilité de casser a dit à ses amis que j'aurais traité les élus de grabataires
Et les grabataires ont donc décidé de me montrer ce dont ils sont capables. Qu'est-ce que je n'ai rien à me reprocher. Sur le plan de la distanciation, je suis à plus de, c'est-à-dire qu'à plus de 9 mètres de la route. Là, j'ai tout simplement aménagé pour faire la propreté, pour que ce soit propre. C'est pour ça que j'ai mis les carreaux, il n'y avait pas de bâtiment là-bas. Au cœur de ce journal, le difficile accès à l'eau potable, de même que l'enclavement des bassins de production et les pratiques de sorcellerie plombent le développement de l'arrondissement d'Ngoumou. Des comités de vigilance et de développement ont été mis sur pied avec pour mission d'œuvrer à la veille sécuritaire et de même améliorer les conditions de vie des populations. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop. 3 semaines de périple et voici que le sous-préfet de Ngoumou a touché du doigt les réalités auxquelles font face les populations des 52 villages qui constituent son unité de commandement. Nous avons relevé ici le problème d'électrification, le problème d'approvisionnement en eau potable, le problème d'infrastructures routières. Il y a également le problème de sorcellerie qui sont revenus en surface. Il me semble que nous avons pris la pleine mesure. L'autorité traditionnelle résume ainsi les difficultés qui sont communes à tous les 52 villages de l'arrondissement. Certaines sont évidemment plus préoccupantes que d'autres et leur ampleur varie d'un village à un autre. Il s'agit notamment de la culture et de la consommation des stupéfiants, ce que nous appelons chanvre indien. Il s'agit également de la sorcellerie dans certains villages où nous avons été marqués, où le chef a coulé les larmes devant ces populations pour exprimer les difficultés qu'il vit avec ces populations. Nous avons constaté également la sous-scolarisation malgré tous les efforts que l'État déploie. Ngoumou veut sortir du sous-développement. Cela nécessite l'engagement de tous, raison pour laquelle dans chacun des villages, des comités de développement et de vigilance ont été créés et installés. Nous leur avons rappelé que les comités de vigilance ne doivent pas se substituer aux forces de maintien de l'ordre. Il faut donc encadrer l'action sur le terrain, notamment beaucoup plus sur la dénonciation et également de relayer l'information. C'est pour ça que les chefs traditionnels au niveau de la base, c'est-à-dire les 3e degrés, doivent être des coordonnateurs et veiller à ce que ces comités de vigilance jouent pleinement leur rôle. Ça a été l'occasion pour nous de rappeler aux chefs traditionnels qu'ils sont des garants de nos traditions. Ils sont l'interface entre les populations et l'administration et donc ils doivent également à leur niveau, sans toutefois attendre l'autorité administrative, trouver des solutions, lutter contre les fléaux qui minent nos populations. Aux côtés de l'administration, l'exécutif municipal entend tracer la voie, celle qui permettra aux différentes localités de poser les jalons du développement attendu. C'est pour ça que nous avons accompagné monsieur le sous-préfet dans les 52 villages. Ces comités iront vers les populations recueillir les différentes doléances. Les projets qui doivent arriver à la mairie doivent être maturés. Et là, nous nous prenons en charge. Et comme nous nous occupons de tout l'arrondissement, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes à la fois. L'union fait la force. Aussi, le sous-préfet de Ngoumou a-t-il demandé aux populations d'abandonner les mauvaises pratiques telles que la sorcellerie pour fédérer les énergies autour du seul intérêt qui compte, celui du développement de l'arrondissement. L'accès aux différents services sociaux de base reste encore un défi majeur. L'actualité hors de nos frontières à présent, le fléau des armes légères et la zone de libre-échange continentale au cœur du 21e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Les travaux s'ouvrent demain et c'est par visioconférence que les chefs d'État vont échanger sur ces différentes thématiques. Le président Paul Biya sera donc représenté par le ministre le jeune Bella Bella des Relations extérieures. D'autres précisions avec Gladys Sidi. C'est un sommet pour faire taire les armes en Afrique. Avec la présence des groupes armés au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, Boko Haram à l'extrême nord et dans une partie du Nigeria, des groupes armés dans le Sahel, le bassin du lac Tchad et une partie de la Corne de l'Afrique. Les chefs d'État ont 2 jours pour faire le point sur cette question qui préoccupe énormément le continent, fragilisé par la prolifération du terrorisme, l'extrémisme violent, la radicalisation, le séparatisme et les flux d'armes illicites. D'où le thème de ce 14e sommet extraordinaire de l'Union africaine, faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique. Les dirigeants africains devront donc réfléchir sur les moyens à même de mettre fin au conflit et se pencher sur les causes profondes des crises qui secouent certains pays africains.
Tous s'accordent à dire que la stabilité économique de l'Afrique passe par l'éradication des milices séparatistes et groupes armés. Ils appellent par conséquent au respect de la légalité internationale, du bon voisinage et la non-ingérence, tout en insistant sur l'interdépendance entre paix, sécurité et développement pour une paix durable en Afrique. Les enjeux de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sont donc connus. Il ne reste plus qu'à attendre les résolutions au terme des concertations. 2020, année de tous les maux, ils sont nombreux ces Camerounais qui ont traversé des moments extrêmement difficiles aggravés par la pandémie de coronavirus. Plusieurs personnes ont perdu leurs proches ou encore un emploi, en plus de la difficile équation du confinement. Bref, des parents également ont eu du mal à subvenir aux besoins de leur progéniture. Et comment des Camerounais ont-ils vécu, du moins vivent ces derniers jours de l'année 2020? Nos reporters ont recueilli quelques réactions dans les rues de la capitale économique Douala. Vous écouterez également ces populations qui dressent les attentes pour l'année 2021. Nous les écoutons. Nous sommes en période de fête, c'est comme si nous étions en période, au mois de septembre où tout le monde est triste par rapport à la rentrée. Alors qu'en décembre, tout le monde doit avoir un sourire. Mais finalement, c'est plutôt le contraire. On croyait que 2020 devait être vraiment 20 sur 20 de meilleur. Mais 2020, vraiment, c'était 20 sur 20 vraiment depuis. 2020 a été tellement de malheur jusqu'à maintenant. C'est le malheur qui continue. Donc on ne sait pas ce qui va arriver en 2021. Il nous faut beaucoup d'argent en 2021 pour pouvoir surmonter tous les obstacles que nous avons traversés. Tout était dur, le marché n'a pas donné, rien. L'argent pour améliorer ma situation de vie. De m'offrir une autre moto, autre que celle que j'ai là. J'aimerais bien avoir des vêtements tout neufs. Et du style responsable en fait. Je lui demanderais de m'offrir simplement une Bible. Avec le langage dans la Bible, voilà, qui prône déjà un peu l'amour, la paix, la fraternité. Je pense qu'avec ça, c'est plus meilleur en fait. J'allais dire une fleur, mais bon, comme on est en Afrique, l'argent pourquoi pas, voilà. Je suis un chef. Non, si on peut me donner une autre épouse. Ah oui, j'ai d'abord une, non? Il faut une deuxième, une troisième, possible. Je vais seulement demander à mon épouse de m'accorder encore plus d'amour, plus d'attention. Pas plus d'affection, sa présence, qu'elle me donne aussi beaucoup d'enfants. Comme je suis un piéton, si jamais j'ai un vélo, je crois que je pourrais me déplacer beaucoup plus facile. Un voyage hors de ce pays, je vais m'éclater, aller quelque part. Pourquoi pas dans les îles Caïmans. Le bonheur pour 2020, pour moi, c'est mes enfants. Si on peut assurer leur scolarité, c'est ce qui est important pour moi. Un toit définitif pour moi et mes enfants. Je suis dehors pour chercher l'argent et je n'en trouve même pas. Donc si quelqu'un veut m'aider là maintenant, il n'a qu'à me sortir même un carton d'argent, me donne là, ça va beaucoup me servir. Certainement, vous faites également partie de ces personnes qui ont vécu des moments difficiles durant l'année 2020. Mais sachez que tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir et Orange Cameroun, géant de la téléphonie mobile, vous propose donc de clôturer en beauté l'année 2020. Et pour en parler, donc, nous recevons sur ce plateau Tatiana Kempé. Bonsoir. Bonsoir Madame Yambou. Merci de me recevoir sur le plateau. J'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs. D'accord, et je rappelle que vous êtes manager marketing à Orange Cameroun. C'est exact. Alors, vous avez suivi il y a quelques instants ces plaintes des Camerounais donc, qui ont vécu une année difficile marquée par la pandémie de coronavirus et bien d'autres difficultés. Et ces Camerounais qui émettent également des attentes pour l'année 2021. Quels commentaires ? Alors, ces propos résument assez bien l'année que nous avons vécue, une année difficile avec la pandémie du Covid-19. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons des Camerounais qui ont perdu des proches, perdu leur emploi. Pour certains, ils ont été malades et nous avons tous connu le confinement. Je tiens à rappeler en fait que durant cette période, Orange Cameroun a pris ses responsabilités. On a accompagné les pouvoirs publics dans la lutte contre cette pandémie. Et nous avons également accompagné nos abonnés en mettant en place des offres abondantes qui leur permettaient en fait de rester et de maintenir les liens pendant cette période assez difficile. Je pense quand même que ce qu'il y a à retenir des témoignages que nous venons de regarder, c'est que les Camerounais ont de l'espoir, ils ont envie
de vivre cette fin d'année avec beaucoup de joie, de bonheur, oublier ce qui s'est passé sur les mois précédents et vraiment terminer l'année sur une bonne note. Et comment vous, Orange Cameroun, vous comptez donc exaucer ces vœux des Camerounais en cette fin d'année? Alors c'est simple, Orange Cameroun a déjà dans son ADN l'esprit de partage, de générosité, de reconnaissance en fait vis-à-vis de ses abonnés. Et cette année, on compte encore marquer le coup durant cette période festive et on prévoit en fait d'offrir 120 millions de francs CFA aux Camerounais. Je dis bien 120 millions de francs CFA. Alors c'est simple, c'est 120 millions de francs à se partager. Tout le monde est éligible, il n'y a pas de critères, de restrictions. Tous les abonnés d'Orange Cameroun peuvent en bénéficier. Alors, ça va être 120 millions de francs CFA sur 60 jours, à raison de 2 millions de francs CFA par jour. Alors, on a suivi dans le Vox Pop tout à l'heure qui est passé des Camerounais qui aimeraient bien peut-être avoir une Bible, une femme, des vêtements, une nouvelle maison. Est-ce que Orange Cameroun pourra-t-il satisfaire toute cette doléance? Alors, nous avons vocation à accompagner tous les Camerounais. Il est vrai qu'avec ce que nous proposons cette année, on pourra répondre à un certain nombre de besoins, bon peut-être pas une femme, mais avec les lots qui seront offerts, je pense quand même qu'on répondra à la majorité des besoins qui ont été évoqués lors de ces témoignages. Alors comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Tout à l'heure vous avez dit que tout le monde peut participer. Comment ça va se passer concrètement? Alors c'est simple, donc tout le monde peut participer. Il y a tout simplement 2 canaux. Oui. Donc le premier, c'est de souscrire à l'offre MyWay sur notre application MyOrange ou tout simplement via le dièse 131 étoile 41 dièse, donc dièse 131 étoile 41 dièse. Et le deuxième moyen, c'est tout simplement en allant sur un code qui est assez connu quand même au Cameroun, qui est le dièse 150 étoile dièse, dièse 150 étoile dièse. Donc c'est le portail Orange Money. Et tous les actes en fait qui sont posés dans ce portail-là sont comptabilisés et nous rendent au final éligibles, en tout cas nous donnent une chance de pouvoir remporter un des lots que nous proposons sur cette période. Donc, c'est sur la plateforme principalement Orange Money que les populations pourront aller? Exactement. Donc en fait, on a Orange Money, si vous faites un transfert d'argent, un retrait d'argent, payez votre facture aînée et au Kamwata, etc. Tous ces actes-là, en fait, vous permettent d'une certaine façon d'accéder au lot que nous proposons. Et dans l'autre cas, c'est MyWay, qui est une offre en fait qui n'a pas de limite en termes de montant à dépenser. Et elle est accessible sur l'application MyOrange et également sur le dièse 131 étoile 41 dièse. Le dièse 131 étoile 41 dièse. Alors, quel est donc le calendrier de la campagne? Elle va s'étendre sur combien de jours et quel est le chronogramme des activités? Alors, nous avons 60 jours ensemble, donc 60 jours de fête. Donc, la campagne se tient jusqu'au 5 février. Je le rappelle une fois de plus, tout le monde est éligible, sans restriction en termes de montant. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de profiter des offres et des produits d'Orange Cameroun pour pouvoir être un des heureux gagnants des millions qu'on a offert cette année. Donc le 5 février, certainement, on se retrouvera avec des millionnaires. Exactement. Alors, un dernier mot peut-être pour sortir? Alors, un dernier mot, j'ai juste envie de dire aux Camerounais, Camerounaises, vivons vivants. Donc, n'attendons pas le lendemain, vivons maintenant. Je pense qu'on a eu une année compliquée, donc question de la terminer en beauté et Orange Cameroun est là pour vous accompagner. Alors merci Tatiana Quin d'être venue ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je précise également que vous êtes manager marketing à Orange Cameroun. Merci d'être venu de parler de cette campagne qui va certainement donner du sourire à des millions de Camerounais. Donc avant de refermer ce journal, signalons qu'après un long feuilleton du passeport, Laurent Gbagbo obtient finalement ses pièces. Il a donc récupéré ce vendredi. L'ex-président de Côte d'Ivoire en liberté conditionnelle envisage déjà son retour en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a indiqué ses avocats ce vendredi. Laurent Gbagbo a donc salué la délivrance de ce passeport comme étant un acte d'apaisement et appelle également le régime en place de faire encore un pas de plus vers la décrispation du climat socio-politique toujours tendu en Côte d'Ivoire. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Oui, effectivement, Nadine Yambo, nous on va commencer par où vous êtes sorti, savoir Laurent Gbagbo qui est désormais
en possession de son passeport diplomatique. Et comme il dit lui-même, c'est un acte d'apaisement. On ira également faire un tour avec les avocats qui ne décolèrent pas, ils maintiennent la pression et vont continuer à boycotter les audiences criminelles et électorales tant que les auteurs des violences de début novembre ne seront pas identifiés et voire même sanctionnés. Pourrons, si le temps nous permet, parler un peu de ce qui arrive à Saint-Éloi-Bidoum, du côté de Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Ala. Bon week-end à vous, Nadine Yambou. Merci, bon week-end à vous également, ainsi qu'à vos invités. Voilà, à très bientôt, Nadine Yambou. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé, Hilaire Maker Zipan, Edmond Kouyaté et Christian Ndiok Congo. Je commence par vous, Joseph René Mboutouzé. Vous voulez qu'on parle de Saint-Éloi-Bidoum un peu? Vous avez quelque chose à dire? Non. Vous voulez pas parler de Saint-Éloi-Bidoum? Non, pas du tout. Pourquoi? Je ne pense pas qu'il soit aussi important pour qu'on prenne autant de temps dans une émission aussi. Non. Donc moi je préfère laisser... Moi je prends les éléments du journal. On a fait le journal. Vous préférez laisser les autres parler de Saint-Éloi-Bidoum. Les autres parler de Saint-Éloi-Bidoum. Ok. Il a Zipan. Vous avez vu Saint-Éloi-Bidoum, il est victime, on a... Vous aussi. Je vote en touche. Vous votez en touche aussi? Oui. Edmond Kouyaté. Ce qui arrive à Saint-Éloi-Bidoum. Disons que c'est regrettable ce qui lui arrive. À l'entendre parler, ça frise un peu des règlements de compte politique. Apparemment, il aurait tenu des propos qui n'ont pas plu à ses camarades. Je crois qu'il est encore du RDPC, même s'il est sous le coup d'une sanction. Il aurait tenu des propos qui ne plaisent pas à ses camarades et du coup, il pense que... C'est un rapport avec l'acte de la mairie de la ville de Yaoundé. Saccage de son restaurant, de son lieu, n'est-ce pas, d'activité commerciale serait le fait d'un règlement, n'est-ce pas, de compte politique. Et si c'est le cas, je ne peux pas être péremptoire parce que nous n'avons aucun élément d'enquête qui nous permet, n'est-ce pas, d'être affirmatif et dans l'absolu. Mais je dis, si c'est le cas, c'est regrettable en République. Je crois qu'en République, on devrait pouvoir, n'est-ce pas, exprimer ses idées sans courir le risque de subir des tacles irréguliers, sans subir des représailles outre mesure. Je pense que ce ne serait pas très élégant. J'espère que ce n'est pas le cas, et si c'est le cas, c'est dommage et c'est dommageable. Voilà, Christian Ndiok, Saint-Éloi-Bidoum, il est victime de sa liberté de ton. Vous voyez un peu la réaction avec laquelle son camarade du parti a voulu le traiter sur ce plateau. Monsieur Joseph René Mboutouzé, il a dit la condescendance, le mépris, la méconsidération. En fait, c'est comme ça là, que dans ce parti-là qu'on traite effectivement les militants qui vont à l'encontre du courant religieux, de dire que le vieux papy d'un Vomeka est le seul à même de pouvoir gérer les choses, du moins le vieux et sa clique, et que Saint-Éloi qu'on connaît avec une verve assez ouverte qui demande, n'est-ce pas, de renouveler au sein de ce parti politique, n'est-ce pas, l'élite dirigeante. Il n'est pas surpris, n'est-ce pas, qu'on arrive à ce genre de pratiques. Il faut dire, elles sont un peu routinières, elles sont un peu connues. Voyez-vous, que ce soit nous autres, nos camarades du PCRN, on se sont retrouvés quelquefois enfermés, frappés, ainsi de suite, de par l'élite politique. En ce moment même où je vous parle, au niveau de Kaélé, on a un de nos camarades, c'est-à-dire le coordonnateur de Kaélé, qui subit les mêmes affres d'élite politique, des anciens ministres, sous prétexte qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'une opposition dans cet environnement-là, ou du moins on ne veut pas voir émerger d'autres personnes. On veut toujours monopoliser, on veut tout centraliser, on a peur effectivement de la concurrence politique, et c'est dommageable d'ailleurs.
voir ce genre de choses. Vraiment, c'est extrêmement regrettable si on est dans une perspective effectivement de construction d'une démocratie. Et en démocratie, le principe fondamental est celui de la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Donc vraiment, c'est dommage, ça fait mal de pouvoir voir ce genre de choses. Ok. Voilà, vous avez décidé de botter en touche. Hein. Donc je suis avec Edmond Kouyaté, Laurent Koudou Gbagbo. Non, on va finir avec l'international. Les avocats, aujourd'hui, ils ont raison de continuer à... Ils ne veulent pas lâcher prise, décidément. Ils demandent que les auteurs de ce qui s'est passé au mois de novembre, début novembre, soient identifiés et même sanctionnés. Je crois que vous me donnez l'occasion de me prononcer un peu publiquement sur ce sujet. Oui. Et je ne vais pas passer par 4 chemins pour dire je donne absolument raison aux avocats. Je leur donne absolument raison. Voyez-vous, nous sommes quand même en République. Je dis bien nous sommes en République. Et quand on est dans une République, la particularité d'une République, c'est qu'elle se veut organisée. Et que dans cette organisation, il y a des personnes qui incarnent un certain nombre de valeurs, de pouvoir et bref, tout ce qui fait fonctionner la République. Alors si à un moment donné, certaines personnes croient que leur rôle est prépondérant par rapport aux autres et que même elles seraient tellement prépondérantes qu'ils peuvent s'arroger, se donner la latitude de piétiner le rôle des autres, moi ça me pose problème. Je pense que le problème des avocats est arrivé à partir du moment où ils estiment que les magistrats, ou alors du moins que les autres auxiliaires, les autres maillons de la justice, de la grande chaîne de la justice, ne respectent plus leur rôle. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Parce qu'il faut le dire. Il faudrait bien que les magistrats comprennent que si ils sont les gardiens des libertés et des droits des citoyens, il y a, n'est-ce pas, un défenseur de ses droits et de ses libertés. Et que si celui-là ne défend pas, lui n'aura rien à garder. C'est de ça dont il est question. Et que celui qui défend tellement bien qu'il arrive à défendre, n'est-ce pas, les droits de ce gardien-là lui-même. Parce qu'il peut arriver que magistrat, on se retrouve, n'est-ce pas, en mal avec la justice. Je dis bien magistrat, c'est arrivé. Et donc, la première des choses, c'est de se retourner vers un avocat. Et même ceux de nos frères gendarmes, policiers, qui se sont, n'est-ce pas, vus attribuer ce rôle un peu scabreux, d'aller, n'est-ce pas, agresser les princes du palais dans un endroit où c'est sanctuarisé, parce qu'il faut le dire, le palais quand même c'est un sanctuaire pour les avocats. Alors ceux de nos frères policiers et gendarmes qui se sont, n'est-ce pas, donné ce rôle scabreux, ma foi, ils devraient quand même réfléchir quand on leur confie certaines missions. Parce que je connais beaucoup de gendarmes et de policiers qui ont maille à partir avec la justice, et la première personne qui les défend, ce sont les avocats. Et donc je pense que cette histoire est d'autant plus grave que je m'insurge devant le silence coupable de monsieur le ministre de la Justice jusqu'aujourd'hui qui n'est pas sorti. Il faudrait quand même qu'on comprenne que lorsqu'on assume certaines fonctions, c'est des hautes fonctions en République, on ne les assume pas pour soi, on les assume pour la République et pour les citoyens. Il me semble que depuis que cette affaire est arrivée, monsieur le ministre de la Justice a brillé par son silence. Il devrait sortir. Moi, je vois partout où nous sommes allés, quand même, le Cameroun n'est pas un pays à part. Le Cameroun, c'est un pays au même titre que les autres. Quand il y a des problèmes comme ça dans une république, le ministre de la Justice prend parole. Le ministre de la Justice se prononce publiquement, même s'il doit, n'est-ce pas, ne pas condamner fermement ce qui est arrivé, mais au moins ce qu'ils disent quelque chose, ça peut apaiser. Il me semble également que le délégué général à la Sûreté nationale devrait se prononcer. Il me semble que le secrétaire d'État à la Défense devrait se prononcer. Je pense que de la gendarmerie. À la gendarmerie. Je pense que toutes ces personnes-là auraient pu prendre la parole au moins pour assurer les avocats, au moins pour leur dire que non, il n'y a pas une guerre ouverte contre vous. Il n'y a rien contre vous, c'est peut-être un cas isolé, c'est un incident qui est arrivé, mais rassurez-vous, il n'y a rien contre vous. Mais le fait qu'ils plongent dans ce silence assourdissant
ça laisse croire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est échafaudé quelque part et contre, n'est-ce pas, ce corps-là. Et donc, je pense que si aujourd'hui, ils ont gardé cette attitude-là, les avocats, ils ont tout à fait raison. Joseph René Mboutouzé, est-ce que une sortie du ministre d'État garde des Sceaux, ministre d'État garde des Sceaux, pourrait calmer les avocats et même le DGSN ainsi que le CED, Galaxy Toka? Oui. Est-ce que leur sortie pourrait calmer, comme dit Moukati? Bon, calmer quels avocats? Les avocats qui disent que ça continue, ils ne demandent pas. Il y a des avocats qui vaguent librement à leurs occupations d'avocats. Et je crois que ceux-là sont les plus nombreux. Bon, il y a d'autres qui font une grève qui... Vous savez, chaque fois que vous décidez de mener une action, il faut toujours vous-même vous fixer les objectifs que vous voulez atteindre à travers cette action-là. Et vous devez évaluer lorsque vous avez commencé pour voir si cette action poursuit vraiment les objectifs fixés à la base. Bon, mais maintenant, ils ont annoncé cette grève-là. Et ça impacte des problématiques de justice au Cameroun actuellement. Moi, je pense que non. Alors, lorsqu'on a fait cette évaluation et qu'ils constatent d'eux-mêmes que la montagne a accouché d'une souris, ils doivent simplement abandonner. Parce que dans nos palais de justice, il y a des avocats là-bas qui défendent des Camerounais qui en ont besoin. Alors, je ne vois pas pourquoi tout un ministre de la République va se lever pour venir intervenir sur des problématiques qui concernent des avocats qui ont eu des problèmes de mœurs, c'est-à-dire qui ont escroqué leurs clients, ils ont pris de l'argent en marge de leur métier d'avocat, ils ont torpillé leurs propres clients en salissant l'image de la justice camerounaise. Ces gens-là sont, j'espère qu'ils sont, ils sont encore même. Parce que moi je pense que... Vous espérez qu'ils vous regardent, c'est ce que vous voulez demander. Ces gens-là méritaient d'aller d'abord faire un tour en prison parce que après ça leur lave un peu le cerveau et ils peuvent revenir comme des avocats normaux dont la République a besoin. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi des gens sont dans, comme on dit souvent au quartier, dans l'undem. Ils sont dans l'undem. Et ils veulent se faire entendre d'avoir raison. Ils ont pris l'argent aux clients en disant qu'ils vont aller corrompre un juge. C'est ça qui est la vérité. Donc, toute l'agitation qui est faite là, et le reste des avocats qui ont crié des menaces de clous à l'ordre public au palais du sud de Bonanjo, la police était dans leur rôle de les disperser. Était dans leur rôle de les disperser. Alors, est-ce qu'un policier qui va dans une mission de maintien de l'ordre, en quoi il est coupable? En quoi il est coupable? Voilà. Est-ce qu'ils ont eu de la résistance avant de monter un peu en force, parce que leur objectif était de faire partie ces avocats de cette salle, parce qu'ils étaient en train de menacer l'ordre public. Et je pense que les laisser partir était déjà suffisamment conciliant, était déjà suffisamment... Donc pour vous, tous les avocats devaient être interpellés à Bonanjo? Tous ceux qui étaient dans la salle et qui ont créé de la résistance, qui ont tenté, oui, ils ont créé de la résistance. En faisant quoi? Oui, parce que je suppose que d'abord le juge avait déjà prononcé son jugement. Ah, vous supposez? Puisque le juge était à partie. Oui. Le juge avait prononcé son jugement. Oui. Voilà. Et ces avocats, dans un premier temps, ils ont pensé qu'ils pouvaient empêcher qu'on ramène ces avocats vers eux à la prison de Newbel. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes avocat, penser que vous pouvez vous opposer à une décision qui a été prise par le juge. Et dans ces conditions, ayant créé cette résistance, ayant occasionné donc tout ce trouble qui s'en est suivi après, tous ces avocats devaient normalement être interpellés. Tous ces avocats devaient normalement être interpellés. Mais comme nous sommes dans une république de tolérance, parce que nous avions la chance que dans ces républiques, il y a un chef suprême qui est suffisamment tolérant,
C'est pour cela que des gens peuvent penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il arrivera bien un jour qu'un apôtre de la paix ne soit plus à la tête de la République du Cameroun. Et je pense que ces genres de comportements seront vraiment traités à leur juste valeur, et je pense que les Camerounais pourront vraiment comprendre quel était même le sens de la paix quand Paul Biya en parle à chaque fois. Voilà, Christian Djokobo, les avocats ont été libérés, mais ils continuent de réclamer que ces personnes-là qui accusent d'avoir des auteurs des violences soient interpellés, soient identifiés, c'est le terme qu'on utilise, identifiés et sanctionnés. Bien sûr, je voudrais avoir 2 ou 3 grilles de lecture. La première grille de lecture, éventuellement, le modeste juste que je suis dans une autre vie, est défenseur des droits de l'homme, naturellement. Parce qu'il faut le dire, les avocats ici qui en assurent une fonction ô combien importante au sein de la société, une fonction extrêmement baronique. On n'a pas le droit de traiter les avocats de cette façon, comme on a vu. On doit respecter, n'est-ce pas, les droits de ces avocats. Effectivement, le code de procédure pénale, il me semble clair, la disposition, peut-être je l'oublie, les avocats ont au moins 2 domiciles, quand même, en tant que domicile professionnel et leur domicile. Pour une cause aussi minime comme celle-là, ce n'était pas de la façon dont cela devait être traité. Maintenant, la deuxième grille de lecture que je voudrais avoir, effectivement, est celle de l'image que renvoie ce barreau en lui-même aujourd'hui. Nul n'a besoin de vous dire que ce barreau aujourd'hui est extrêmement controversé, parce que extrêmement politisé aussi. Il faut le dire, c'est l'une des images qu'on a de ce barreau qui peut-être devrait sortir de cette politisation accrue qui tend à se prendre, qui fait donc que cela semble prendre un autre aspect. Il est un peu pétulier. Et la troisième grille de lecture, effectivement, que je voudrais avoir est celle de, du positionnement de ces avocats. C'est-à-dire les avocats doivent rester dans le rôle de la société civile, dans le défenseur des droits qui est le leur, donc protéger, n'est-ce pas, les citoyens. Et non, ce que l'on a généralement constaté, c'est que ces avocats eux-mêmes, faisant partie du grand champ de la justice, qui est le premier maillon de la corruption au Cameroun, c'est que l'on constate que des clients traduisent davantage, moi-même je n'ai pas échappé à ça, on traduit davantage des clients, des avocats en justice parce qu'ils ont estorqué leurs clients. On voit des avocats davantage, au lieu de défendre effectivement les causes des favoris, qui prennent parfois des 60%, 80% en réduction. Bref, ceux-ci doivent se renouveler au sein de la corporation, que cette corporation soit celle-là qui nous a fait rêver, soit celle-là qui défend davantage les droits des laissés pour compte, mais pas cette corporation qui est dans un positionnement politique, je vous l'ai dit davantage, mais aussi qui a une image qui semble aujourd'hui rébarbative. C'est dommage, le barreau devrait être ce barreau qui défend nos droits. Quand vous voyez un peu... Vous parlez là de toute la corporation ou bien de quelques éléments? Je parle de toute la corporation en réalité. C'est vrai que quand on a... Donc tout est noir chez les avocats? Non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit, il y a des éléments qui permettent de noircir toute la corporation. Je l'ai dit, PSU ici comme baronique au départ, qui aujourd'hui, avec des éléments comme la politisation que cela a pris, avec des éléments comme la corruption qui ont intégré, n'est-ce pas, la corporation, aujourd'hui cela les ramène un peu dans la posture du citoyen lambda. Je vous avoue que j'ai vu des gens, quand tu leur dis va voir les avocats, ils te disent il ne va rien faire. Mieux je ne vais pas voir l'avocat, mieux je me défends moi-même. Pour dire il y a une certaine crainte déjà. Et pour nous autres qui sommes passés un peu par les facultés sciences juridiques et politiques, nous, l'image qu'on a de l'avocat, voyez-vous, c'est pas celle-là. L'avocat doit être au-dessus, n'est-ce pas, de la mêlée. Et pour ce genre de problématiques qui ont été fondées, parce que ce qui amène quand même ces avocats là-bas, c'est un problème de corruption, entre guillemets. Je veux dire, la cause du blocus des avocats en ce moment est un peu ternie par ça. Si on avait au moins abusé un peu des droits des avocats, mais on parle de quoi? Quelle est la cause au départ? C'est un problème supposé de corruption. Je parle de problème supposé de corruption. Donc, et qui corrompt, en l'espèce ici, c'est les avocats. Voyez-vous, et défendre un peu ça, c'est donner une prime en réalité à la corruption. Or, c'est celui qui devrait naturellement défendre les droits des clients. Donc vraiment, que cette profession se renouvelle, que cette profession extirpe en son sein la politisation qui est de plus en plus accrue, mais davantage les brebis galeuses qui ont trouvé place en ce moment. Hilaire Zipan, pas d'audience criminelle et même électorale. On sait ce qui va se passer le 6 octobre. Est-ce qu'il ne faut pas rapidement, dans l'urgence, faire quelque chose? Comme proposait Edmond Kouyaté, sortie du garde des Sceaux,
Non, je pense que... Est-ce qu'on doit laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui? On ne doit pas affronter une situation pareille avec beaucoup de la passion ou avec beaucoup de légèreté. Je ne sais pas si c'était la passion ou si c'était pas de légèreté. J'ai suivi tout à l'heure... Joseph René. Il ne faut pas sortir les événements de son contexte, sinon on n'arrive pas à l'apprécier. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Il s'est agi qu'on a reproché à des avocats d'avoir tenté une corruption vis-à-vis des juges. Il s'est agi que les avocats ont estimé, en tort, à vrai ou à raison, que le jugement était excessif. Complètement excessif. Et donc, ils ont trouvé une forme de manifestation. Et l'expression du lieu du travail de l'avocat, c'est le prétoire. C'est là où il exerce. Et je pense qu'il y a tout un code pour ceux qui y vont. Quand vous êtes justiciable, quel que soit votre grade devant le juge, vous enlevez votre chapeau. Fût-il chef, vous enlevez votre chapeau. Moi, j'ai été là-bas. Même des chefs de premier degré enlèvent leur chapeau. Deuxième élément, il y a tout un code pour les avocats qui y exercent. Ils ne rentrent pas sans saluer la cour et ils ne sortent pas sans autoriser cette salutation. Et tout ce rituel concourt à ce que le droit soit dit. Dès qu'il y a la manifestation de trouble à l'ordre public insinuée par celui qui est auxiliaire de justice, qui est le policier, c'est extrêmement grave, monsieur. Non, mais c'est pas le policier. C'est un policier. Ils sont allés faire leur job de faire évacuer les avocats dans la salle. Il fallait un mandat. Il n'était pas dans un lieu qui est un milieu public. Vous croyez que sont levés de leur commissariat? Monsieur, j'essaie de poser le problème dans le fond pour que nous ayons de poser le problème. C'est pas parce que le RDPC au pouvoir, il partira. Et il faudra que ce sont les policiers du RDPC, ce sont les policiers de la République. Mais c'est ce que j'ai dit, parce que tu as dit tout à l'heure que pour qu'on change, il faudra que nous partons et les autres vont changer. Vous avez dit ça dans votre phrase. Vous avez dit qu'il faudra qu'on change pour que les autres s'installent pour faire la République. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que vous n'avez pas compris. Vous avez dit que quoi? Oui, j'ai dit que maintenant, il y a une tolérance excessive. D'abord, c'est caractériel au Cameroun, non pas tout de tolérance. Et quand donc celui-là partira... Et je vous dis que ce que vous trouvez comme des abus aujourd'hui relève de la tolérance, de la recherche de la paix. Parce que si on avait un président au Cameroun qui n'était pas tolérant, ça veut dire qu'il partira. Ce genre de choses. Ça veut dire qu'il partira. Merci les téléspectateurs. Mais bien sûr, il partira. Alors donc, je dis donc, je suis dans la construction de ces sociétés exemplaires. Comme dit, pour emprunter un de vos camarades qui a l'habitude de dire, la société exemplaire. Et en cela, il ne faut pas sortir les éléments de son contexte. C'est ça qui trouble la capacité des uns et des autres à comprendre. Ils ont l'impression qu'on bavarde tous les soirs. Non. Il y a un sens pédagogique dans la démarche et dans le raisonnement que nous essayons de faire ici tous les soirs. Donc, à partir de ce moment, donc, qu'est-ce qui s'est agi? Alors, M. Boutouzé, je fais une digression rapidement pour conclure sur ce point-là. Pourquoi a-t-on décidé de libérer alors ces avocats-là maintenant? Au-delà de la peine telle qu'elle a été établie. Parce que, à un moment ou à un autre, il a fallu apaiser la société. Et la démarche des avocats est tout à fait fondée en cela. Et maintenant, c'est tout à fait regrettable que cette société, que les avocats disent que tout ce qui est dans le débat criminel, qu'on puisse pas savoir. Vous savez combien les délais on fixe pour quelqu'un qui est complètement en prison et qui sait que tel jour il ira devant se défendre et qu'on lui dit que c'est renvoyé à une date où on ne sait pas trop bien. Non, vous savez dans quel état se trouve? La date était annoncée. Vous savez, il est Zipan. Je suis obligé de prendre un peu la parole parce que fondamentalement, vous allez dire la même chose. Vous allez dire la même chose, donc on va un peu rétablir l'équilibre. Je voudrais dire que je rejoins minimalement M. Ndjokan, il dit que les avocats là sont politisés. Et c'est des avocats... Mais vous êtes à la fin de la conclusion de mon propos, c'était mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'aller là-dedans. Non, je n'ai pas besoin d'aller là dans la politisation. Je veux d'abord établir les faits tels que ça s'est déroulé. Une fois qu'on a décidé de les rétablir, c'est qu'on va apaiser les événements. La deuxième chose, il est regrettable qu'ils ne puissent pas reprendre leur travail. Parce que nul ne peut remplacer au pied levé ses avocats. Une société de justice ne peut se faire qu'avec les avocats. Parce que c'est les avocats qui permettent au juge de comprendre un dossier dans la plaidoirie du pour et du contre. À partir de ce moment, c'est un maillon très important. Alors, vous dites, il y a certains qui travaillent. Non. Il n'y a pas certains qui travaillent. Non. Il ne faut pas dire ça, c'est sûr. Sinon, on ne se déplorera pas. Sinon, M. Pétain ne dirait pas que le silence assourdissant des gardes des Sceaux
qui est juge en fait des libertés, y compris même de ce qui est du ressort du procureur, ne puisse pas être établi. Parce que c'est le procureur qui en lui a privé ses avocats de la liberté et leur patron, naturellement, c'est le garde des Sceaux. Alors il ne faut pas, parce qu'on est sur une télévision, fait croire à celui qui écoute, donnez-lui un peu la pédagogie pour qu'il comprenne. Tout le monde n'est pas juriste, mais comprenons-nous que à l'heure actuelle, la manière où les choses, enfin je conclus, la manière où les choses se déroulent n'est pas de nature à apporter la sérénité dans ce corps. On ne dit pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses, mais le corps qui s'est assuji de venir faire irruption au prétoire pour poser les actes, c'est un corps auxiliaire à celui de la justice. Il a fallu un mandat réquisitoire venant du juge pour poser l'acte. Donc ils ont pris ça sur eux d'estimer que c'est le trouble à l'ordre public. Le fondement même de trouble à l'ordre public dans les dispositions légales ne semble pas concerner le tribunal. Oui, je vais rapidement. Ne semble pas concerner le tribunal. Il n'y a aucune disposition qui semble concerner le tribunal. Et là, vous gardez la parole rapidement. Il vous reste 2 minutes. Laurent Koudou Gbagbo qui a enfin un passeport qui suppose qu'il pourra rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, mais je pense que dans le calendrier politique du président Ouattara, maintenant qu'il a réussi à forcer pour obtenir son mandat, malgré les 10-15% qui ont élu pour lui, il va sans dire qu'il va essayer d'apaiser. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin certainement de cette apaisement. Il a tenté déjà avec le président Konan Bédié. Et je pense que le fait qu'il a quitté son palais présidentiel pour aller à l'hôtel du Golfe, qui semblait être le lieu où ils se sont alliés pour enlever Gbagbo, pour rencontrer, indiquer à suffisance qu'il était tout à fait affaibli. Maintenant qu'il remet à Gbagbo son passeport, cela veut dire qu'on s'attend dorénavant à la Côte d'Ivoire à une grande rencontre tripartite entre le président Ouattara, le président Konan Bédié et le président Bédié. C'est à l'issue de cette rencontre-là que certainement les positions vont apaiser parce que les adversaires de ces camps-là indiquent que le président Ouattara n'avait pas besoin d'aide. Et certainement, à ce président-là, à ces ex-présidents, il apportera la caution du délai du départ de la présidence et les conditions dans lesquelles il devra donc transférer le pouvoir. Peut-être dans la fin de son mandat, peut-être en cours de mandat, mais ça reste une négociation politique. Mais toujours attendons-nous à une rencontre entre Gbagbo, Konan Bédié et naturellement le président Ouattara. Pour Laurent Koudou Gbagbo lui-même, c'est un acte d'apaisement. Joseph René Mboutouzé. Oui, qui mieux que lui peut qualifier cet acte-là? S'il a dit que c'est un acte d'apaisement, c'est un acte d'apaisement. Moi, j'en prends. Il a tout oublié. Oui, j'en prends acte. Pourquoi vous voulez que j'aille encore interroger aux profondeurs de M. Laurent Gbagbo? Lui-même, il a dit c'est un acte d'apaisement. Il faut que nous nous en tenons à ça pour le moment. Oui. Bon, maintenant, je ne sais pas si rapidement je peux encore... Non. Vous voulez aller à Fumban encore? Non, glisser un peu 2 mots. Sur les avocats? Non. Les avocats ne sont pas là. Vous avez assez parlé d'eux, c'est bon. Vous voulez encore glisser un mot? Non. Ils ne sont pas là. Vous allez organiser un autre. Ils vous regardent en ce moment, ils vont vous répondre. Joseph René. Bon, Christian Diok, comment vous accueillez cet acte du président Ouattara? C'est une bonne nouvelle. Voyez-vous, même si elle arrive tard, elle aurait pu arriver un peu plus tôt, cette nouvelle. Tout ce qui contribue... L'essentiel, c'est que ce soit arrivé, non? Non, parce que là, ça déconstruit le jeu. Oui. Ça aurait pu être un peu bien plus avant et ça devait reconfigurer les cartes. Et le président Laurent Koudou Gbagbo est un acteur majeur dans le paysage politico-ivoirien. À ça, on va ajouter d'autres figures. Donc, le président Bédié, comment ça s'appelle? Konan Bédié. Bédié, je voulais citer les 2 plus jeunes, Soro et Blé Goudé. Ce sont des images, ce sont des symboles de la politique ivoirienne. Nous, en tant que réconciliateurs, voyez-vous, nous on souhaiterait revoir, n'est-ce pas, tous ces gens sur une même table, échanger, quitte à ce que la politique ivoirienne puisse, n'est-ce pas, s'opérer dans le cadre conventionnel, légal, parce qu'il y a eu trop de morts, vraiment trop de morts qu'il n'en fallait, et à un moment donné, il faut mettre un terme à ça pour pouvoir évoluer. Et je souscris entièrement, n'est-ce pas, aux éléments qu'a énuméré ici Ilès Ipan, pour dire on tend vers là, mais tout au moins avoir ce passeport, et tout va se dessiner, forcément avec le retour de Gbagbo à Abidjan. À son arrivée, forcément, la mobilisation qu'il y aura va nous donner le temps de ce qui va se passer par la suite. Parce que voyez-vous, on ne peut pas laisser, on ne peut pas dire en un mot que la chose est terminée, parce qu'avoir fait la prison, avoir perdu autant de morts qu'ils ont eu, tout ne se passera pas. Tout au moins, peut-être avec le départ
précipité du président Ouattara, la chose pourra se calmer. Départ précipité, c'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire écouter un peu son mandat qu'il a eu au forceps. Non, c'est Clio qui doit écouter parce qu'il a eu. Non, c'est vous appelez quoi forceps? C'est vous qui convoquez généralement ici la notion de légitimité. Quand un président. Il a été élu, le président non, a été élu. Non, il est légitime, c'est un président légitime. Oui, mais non, l'argument que soulève. Non, son argument est présent. Vous vous souvenez que lorsque le président Gbagbo a été élu, l'argument qui fondait la démarche politique de contestation de Ouattara, c'est qu'il a été élu par moins de 20% de la population. Mais il est resté président. Permettez que je rappelle les faits. Pourquoi vous voulez répéter les faits? Je dis bien que lorsque le président vous prenez toujours beaucoup de temps pour rappeler les faits. Mais bien sûr, c'est ça qui construit la pensée. C'est ça qui construit la pensée. On va terminer avec Edmond. On ne construit pas sur les Hasbrook. Allons, allons. Ça se construit sur la pensée. Ok, Edmond Kouyaté. Laurent Gbagbo, bientôt en Côte d'Ivoire. Non, je pense que la remise des 2 passeports, on lui en a remis 2. Ouais. Un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. Montre qu'il a repris toute sa place. C'est un non-événement. Un non-événement, carrément pour vous. La remise du passeport, c'est un non-événement. Par contre, ce qui est événement là-dedans, c'est qu'au moins le pouvoir d'Abidjan démontre par là qu'il est prêt à accueillir Laurent Gbagbo parce que avec ou sans ses passeports, Laurent Gbagbo, d'ailleurs, il a dit lors de sa sortie récente, il aurait pu rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'attendait pas ça forcément pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il avait besoin de plus d'assurance parce qu'il a dit dernièrement lors de sa sortie qu'il n'avait pas besoin de rentrer pour qu'un coup on lui dise que les gendarmes ont encerclé sa maison, la foule est là. Donc il ne voulait pas toutes ces émeutes-là, toutes ces oppositions, ces antagonismes avec le pouvoir d'Abidjan. Et donc je dis l'événement qu'il y a dans la remise de ces passeports-là, c'est au moins que le pouvoir d'Abidjan est prêt à l'accueillir. Même s'ils ont voulu organiser ça, même si le pouvoir d'Abidjan a organisé ça à sa façon, en faisant un peu de la récupération politique, parce qu'aujourd'hui, avec toute la pression qu'il y a sur le pouvoir d'Abidjan, éventuellement qu'ils ont besoin ils ont besoin de quelques bouffées d'oxygène pour respirer un peu, évidemment. Je vais dire, donner des gages au président Laurent Gbagbo, c'est également apaiser son camp, et on sait très bien qu'aujourd'hui le poids politique de Gbagbo en Côte d'Ivoire est très énorme, et donc si au moins ses partisans, si les pro-Gbagbo ont cette certitude que ça va, il peut rentrer, il peut revenir, je pense que ça peut apaiser un peu le climat, ça peut redonner un peu, je vais dire, voilà. Donc certainement sur la table, il y aura la libération d'Afingessant qui va être l'un des sujets. Oui, parce qu'il y a une dictature reptilienne, qui s'est installée aujourd'hui à Abidjan, avec des interpellations, je vais dire, tout azimut, on interpelle tout le monde. Il faut être modéré quand vous parlez d'un pays. Non, j'assume mes propos, Monsieur Mboutouzé, j'assume mes propos, je suis parfois plus dur que ça. Vous n'êtes pas pénipotentiaire. Sur d'autres tribunes, je suis plus dur que ça. Je ne dis même presque rien là, et j'assume mes propos. Même le pouvoir d'Abidjan sait que je parle comme ça quand je parle de ce pouvoir-là. Et donc, permettez, s'il vous plaît, ils auront le temps de me répondre s'ils en trouvent la peine. Ils auront le temps de me répondre. Il fait la police. Merci. Rapidement, le seul candidat sur ce plateau, c'est Christian Dior-Congo. Voilà, dans 2 jours, c'est les face aux conseillers municipaux qui doivent choisir dans le camp. Effectivement, c'est Jalin, merci pour l'occasion que vous nous offrez de dire un mot à ces électeurs en leur disant effectivement que, chers grands électeurs, nous avons là une occasion historique, un moyen symbolique de sortir de la torpeur, de l'obscurantisme, mais du gantérisme politique que, n'est-ce pas, a vécu le département du CAM depuis, n'est-ce pas, une trentaine d'années. Nous avons l'occasion là de sanctionner l'élite prédatrice, cette élite qui a tué... Les problèmes du CAM, c'est depuis une trentaine d'années. Je veux dire, depuis l'avènement de ce gouvernement, voyez-vous. Avant, c'était bien. Avant. On avait tout au moins la route qui y allait. C'était au moins une zone carrefour. Oui. Mais avec l'avènement de ce gouvernement moribond de Yaoundé et de son élite, qui, n'est-ce pas, un discours pour les espoirs qui s'agresse. Non, mais attends, je ne peux pas laisser. Il tient un discours populiste qui s'agresse au conseil municipal du RDPC.
Est-ce que vous agressez ici aux populations du camp? Vous agressez là aux conseillers municipaux du RDPC. Arrêtez ce discours populiste, ça ne va pas passer. Nos conseillers vont voter le RDPC. Point final. Et nous sommes RDPC a dit sur ce plateau. Ah non, voilà. Donc arrêtez. RDPC. Bon, laissez-moi non parler. Vous n'êtes pas Effectivement, il a fait tomber la casquette. Effectivement. Je voulais effectivement c'était pas un manager là, c'était un militant du RDPC. À ces grands conseillers, voyez-vous, en ce moment, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, l'ONCAM est coupé des autres départements de la région du littoral. On ne peut pas passer par l'ouest, on ne peut pas passer non plus pour aller vers le centre, par l'ambiance, il est quasiment coupé. On ne sait pas comment les grands électeurs feront pour venir voter, mais nous on a fait des kilomètres, on est entré dans l'eau, on a marché pour rencontrer ceux-ci, on leur demande, comme on s'est dit, effectivement, venez sanctionner cette élite-là, venez faire le choix du développement d'une CAM pour une fois. Nous avons un projet de société que nous avons développé, lui qui s'inscrit dans le grand projet pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Nous avons proposé assez d'éléments, notamment la question de la réconciliation, parce que le CAM est le seul département qui a à peine 41 000 populations qui est le deuxième grand département de la région du littoral, avec plus de 300 000 populations en dehors de son territoire. Donc nous avons choisi de faire avec cette diaspora, de construire, n'est-ce pas, un pont avec celle-ci et de pouvoir installer quelque chose de nouveau afin qu'on sorte définitivement dans cette situation chrysogène qu'on vit. Donc n'ayez pas peur, faites le choix audacieux. Votez pour le bulletin gris, votez pour le Parti Cameroun pour la réconciliation nationale. C'est voter pour le développement d'une Cameroun. C'est des conseillers municipaux. Merci. Ce sont des conseillers municipaux. Vous l'avez déjà dit, nouvellement élus en 2020. Ils n'ont même pas encore fait un an dans leur... Merci. Comme conseiller de leur parti. Merci. Et vous venez leur tenir à la télévision un discours populiste. Ça ne passera pas. On ne peut pas aller être candidat sans avoir d'électeurs, monsieur. Merci Edmond Katé, merci Christian Dorfran. Bonne chance à vous. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve très bientôt sur ce plateau. Bonsoir, l'UNCAM. Ça ne marchera pas, Diop.